Bonjour, je suis Seb Zaremba, formateur en graphic design, et je vais vous parler de langage inclusif. Alors pour commencer, je suis un homme blanc hétérosexuel cisgenre, et donc je ne suis pas le mieux placé pour vous parler de racisme, d'homophobie ou de féminisme, ça c'est dit. Je ne suis pas non plus diplômé en écriture inclusive, ça n'existe pas encore. Mais aujourd'hui, le langage inclusif et donc l'écriture inclusive sont omniprésents, ne peuvent pas être ignorés par les professionnels de la communication écrite et visuelle, en particulier les personnes que je forme et qui suivent un cours de typographie avec moi. Donc l'objectif de ce petit cours, ça va être de mieux comprendre le contexte d'utilisation de l'écriture inclusive, de faire un petit état des lieux de tout ce qui existe déjà, et j'espère de convaincre les gens que c'est utile de l'adopter. Alors au programme, on va avoir pas du Johnny, mais on va parler d'une certaine institution française qui gouverne un petit peu la langue française, à tort ou à raison. On va parler de Harvey Weinstein et David Chauvin qui ont fait beaucoup de tort à certaines personnes, mais qui ont du coup lancé certains mouvements. On va parler bien sûr du point médian qui cristallise un petit peu toutes les tensions depuis l'invention de l'écriture inclusive en français. On va voir que en fait, ça demande un petit peu d'adaptation d'utiliser le langage inclusif, mais pas tant que ça finalement. On va parler des métiers féminisés, la féminisation des professions et pas que, également de tout ce qui est titres, etc. Ensuite, on va parler du masculin générique, le fameux masculin qui l'emporte sur le féminin dans certaines situations, ou pas. On en parlera. On parlera aussi du français non-binaire, avec les néologismes qui sont apparus pour notamment une partie de la communauté LGBTQIA+. On parlera aussi de typographie, bien entendu, puisque c'est quand même un peu le sujet principal. Alors la typographie inclusive, c'est un nouveau domaine d'exploration pour beaucoup de personnes, chercheurs, graphistes et autres. On va voir quels sont les différents contextes d'utilisation du langage inclusif. En gros, spoiler alerte, on peut l'utiliser à peu près tout le temps, mais certaines facettes de ce langage vont s'employer dans certains contextes plus particulièrement. Et enfin, un petit guide pratique d'utilisation du point médian actualisé parce que, comme beaucoup de choses récentes, ça évolue tout le temps. Voilà un peu le programme de ces prochaines petites minutes. Alors pour commencer, premier chapitre, on va parler de l'Académie française. L'Académie française, honorable institution, qui a été fondée en 1634 par le fameux cardinal de Richelieu, qui était beaucoup plus sympa que dans les romans des Trois Mousquetaires. Elle est composée traditionnellement de 40 immortels, c'est comme ça qu'ils se dénomment eux-mêmes, immortels par leurs écrits bien entendu, qui sont eux-mêmes élus par leurs pairs, qui sont des poètes, des auteurs, des critiques, des philosophes, etc., des hommes d'État, des militaires, des religieux à une certaine époque. Et la mission de l'Académie française, qu'on oublie parfois, c'est de fixer la langue française, lui donner des règles, la rendre pure et compréhensible par tous. Mais peut-être surtout par les mecs. En vrai, le dictionnaire de l'Académie, c'est l'ouvrage de référence pour beaucoup de personnes, notamment principalement pour les académiciens. Ouvrage de référence pour le français depuis 1694 ou 1694, pardon, dans le cas de la première édition du dictionnaire. Donc ça remonte quand même à un certain temps. La 9e édition du dictionnaire a été achevée très récemment, en novembre 2024. La précédente remontait à 1935, donc ça prend quand même un certain temps pour la mise à jour. Fun fact, depuis les débuts de l'Académie française, il y a eu un seul linguiste à bord, c'est lui, Gaston Paris, qui est décédé en 1903. Donc depuis, on n'a plus vraiment de professionnels de la langue, ce qui est un peu curieux pour une institution comme l'Académie française. C'est à ce monsieur que l'on doit l'expression amour courtois, notamment les romans médiévaux. C'est lui qui a coiné le terme. Alors l'orthographe académique, c'est un gros sujet pour l'Académie française. Et déjà à la Renaissance, et ensuite vers 1760, on a proposé, des auteurs ont proposé des réformes de l'orthographe pour simplifier un peu l'orthographe.
faut savoir qu'à l'époque, tout le monde écrivait un petit peu à sa sauce, hein, tout le monde avait sa propre orthographe, et ça ne posait de problème à pas grand monde à une certaine époque. L'Académie annonce qu'elle préfère l'ancienne orthographe qui distingue les gens de lettres d'avec les ignorants et les simples femmes. Voici François Eudes de Mézeray, élu en 1643 à l'un des fauteuils de l'Académie, donc un immortel. Hein. Encore une fois, ce sont ses écrits qui le seront, qui font un peu grincer des dents. On note qu'il a mis une majuscule à ignorant, et, oui, et pas à femme, évidemment. Publié plus tard, en 1694, la première édition du dictionnaire est en concurrence avec d'autres dictionnaires qui l'ont pris de vitesse. Donc en fait, comme aujourd'hui, il y avait plusieurs dictionnaires concurrents. Hein. Vous connaissez tous et toutes Larousse, Robert, qui sont les plus connus. Il y en a d'autres, mais voilà. Alors si nous, on utilise couramment un dictionnaire pour vérifier l'orthographe des mots, à la base, c'est pas à ça que ça sert. Il donne normalement la définition des mots, pas forcément leur orthographe. La preuve, c'est que rien qu'entre le Larousse et le Robert, il y a certains mots qui ne s'écrivent pas pareil. Ce qui veut dire que le consensus définitif sur l'orthographe de certains mots ne sera jamais tout à fait atteint. Alors on ne peut pas aborder l'Académie française sans parler de parité. En effet, elle compte depuis sa création près de 750 membres. Plus exactement 746 à l'heure actuelle, si je ne me trompe pas. Donc tous ces petits bonhommes verts représentent évidemment les académiciens depuis sa création. La première académicienne était Marguerite Yourcenar, Marguerite de Crayencourt pour les intimes, qui fut élue en 1980, donc c'est quand même relativement récent si on compare avec la création de l'Académie française. Et elle n'a pas duré longtemps, malheureusement. 11 femmes ont été académiciennes depuis 1634. Voici une petite proportion graphique. Aujourd'hui, l'Académie compte 5 femmes pour 40 sièges et 4 sièges sont encore vacants. Voilà, voilà. Merci l'Académie. Chapitre suivant, on va un petit peu parler du contexte qui a vu la naissance de ce qu'on appelle aujourd'hui l'écriture inclusive et le point médian, notamment, qui en fait partie. Féminisme et wokisme, hein, deux mots qui sont mis en avant ici. Alors pour commencer, voici Harvey Weinstein, que vous connaissez probablement au moins de nom. Un personnage un peu sinistre, producteur américain qui a été accusé de harcèlement et ou d'agression sexuelle à partir de 2017 sur plus de 90 victimes et condamné à 23 ans de prison ferme finalement en 2020. Donc il n'est pas prêt de sortir. Le mouvement MeToo et ses variantes locales, Balance ton porc et tout ce qui s'ensuit, devient ultra populaire dans le sillage de cette affaire très très médiatisée. Et donc le petit renouveau du féminisme s'effectue autour de l'affaire Weinstein. Critique évidemment de la société patriarcale, nouvel élan du féminisme. Et donc ça réactive un petit peu tout un tas de chantiers qui existent en fait depuis très longtemps pour les féministes et notamment sur l'évolution du langage. Alors, en parallèle de ça, un autre événement qui a un petit peu secoué la société, c'est le mariage gay, notamment. Hein. Donc le mouvement LGBT remonte au moins aux années 70 en France, mais le mariage pour tous, qui a été quand même très polémique aussi, ne devient légal en France qu'en 2013. La France n'est pas le pays le plus progressiste sur tout un tas de choses, notamment par rapport à la Belgique ou aux Pays-Bas. Donc 2013, à nouveau, c'est très récent. Ça fait une petite quinzaine d'années qu'il est autorisé pour des personnes du même genre de se marier. En 2023, plus de 10% de la population française se déclare non hétérosexuelle. Alors ça englobe tout le reste, évidemment, mais ça représente quand même une partie importante de la population. Sur pas loin de 70 millions de Français, ça fait quand même 7 millions de personnes qui ne se disent pas hétérosexuelles. Donc on est vraiment vers une société qui est de moins en moins hétéronormée. Alors ça reste une minorité, hein, 10, on ne va pas se voiler la face, 10% c'est pas grand-chose, mais c'est quand même une personne sur 10. Si dans la pièce vous êtes 10, ben, voilà, au moins un de vous, potentiellement, statistiquement, qui n'est pas, ou qui ne se dit pas hétérosexuel.
Alors il y a aussi la notion de personne non binaire qui devient de plus en plus présente et même en dehors des cercles LGBTQIA+. On reviendra sur ce terme-là un petit peu plus tard. Vous avez ici un exemple avec Ellen Page, qui n'est plus Ellen Page. Et voici Elliot Page, qui autrefois s'appelait Ellen Page. Le vocabulaire en rapport avec les identités de genre se développe depuis le début des années 2000, mais c'est en 2021 qu'il va exploser. Alors, petit détour par la culture woke, ce qu'on appellera la culture woke. Alors, il faut savoir qu'au départ, woke, ça signifie éveillé ou vigilant, hein, et ça vient en fait des États-Unis. Hein. Le terme afro-américain woke, il est né dans les années 60, donc enfin, c'est pas récent quoi. Il a refait surface massivement en 2014, notamment avec le mouvement Black Lives Matters, j'ai fait une faute, qui milite contre le racisme systémique envers les Afro-Américains et en particulier les violences policières qu'on connaît. Violences policières, profilage racial, et dans le système judiciaire, une certaine inégalité également, notamment dans les tribunaux, tout ce qui s'ensuit. On se souvient de l'affaire George Floyd, c'est le noir américain qui est mort étouffé par un policier nommé Derek Chauvin. Je suppose qu'il le prononce Chauvin aux États-Unis. En mai 2020 à Minneapolis, donc Minnesota, et c'est cette affaire en 2020 qui a relancé le mouvement Black Lives Matter. Et généralement, on considère comme woke une personne un peu militante et qui s'inscrit dans une idéologie de gauche plutôt radicale, voilà, structurée en fonction des questions identitaires qui sont liées à la race, mais aussi au genre, l'orientation sexuelle et tout ce qui s'ensuit de nos jours. Hein. Voilà, le terme aujourd'hui s'étend à plusieurs formes de justice sociale, la lutte contre les discriminations envers les femmes, les immigrés, les populations marginalisées, la communauté LGBT, voire même parfois la défense du climat, de la cause animale et tout ce qui s'ensuit, avec le véganisme et d'autres éléments. Alors, certains qualifient cette culture woke de idéologie moralisatrice, sectaire et manichéenne pouvant porter atteinte à la liberté d'expression. Alors qu'en fait, c'est l'intention exactement contraire. Mais le terme wokisme, dans certains médias, a acquis maintenant une connotation négative qui est parfois synonyme de gauchisme. Alors il faut savoir que le 24 novembre 2023, Derek Chauvin survit à 22 coups de couteau d'un de ses co-détenus dans son centre pénitentiaire à Tucson, Arizona, si je ne me trompe pas.